Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes peut-être sur le point de passer à table. Vous êtes sur Sud Radio dans Y a pas d'âge, une émission hebdomadaire tous les dimanches à midi. Et nous sommes ensemble, David, avec au sommaire ce matin. Eh ben au sommaire, y a pas d'âge pour devenir obèse et en souffrir en silence. Beaucoup de Français haïssent les gros et pensent que s'ils sont dans cet état physique, c'est parce qu'ils se baffrent en permanence et que ce sont des grosses feignasses qui ne font pas de sport. On lève le voile ce matin sur une maladie qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre et sur la honte et l'isolement que vivent au quotidien les personnes obèses. Il n'y a pas d'âge pour repenser l'école, créer un réseau national d'écoles primaires pour donner aux enfants le goût d'apprendre ensemble. Combattre l'échec scolaire, eh bien oui, c'est possible, on vous en parle dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour découvrir les coulisses du Salon des Seniors qui ouvre mercredi. Marie Offray, la directrice des rédactions du magazine Notre Temps, vous fera découvrir tout ce qu'il y aura à voir. Il n'y a pas d'âge pour être belle et sexy avec son rouge à lèvres, mon cher David. Le rouge baiser a traversé les générations. Ariane Goldet, évidemment, nous raconte son histoire. Et nous irons à la rencontre de Frédéric François qui, depuis plus de 50 ans, nous enchante avec ses chansons. Il nous apporte son 39e album, tout chaud, tout frais, rien que pour nous. Il s'appelle On a tous besoin d'aimer et il part en tournée dans toute la France. Sud Radio, y a pas d'âge. Je hais les gros, ils me font peur. Voilà la phrase charmante que j'ai entendue l'autre jour dans le métro. Les gros font peur, encore peur. Curieux quand on sait qu'en France, 47% de la population souffre de surpoids et 17% des adultes d'obésité, soit plus de 8,5 millions de personnes, donc plus d'un adulte sur 6 et 2 fois plus qu'en 1997, 2 fois plus. Eh ben, écoutez, sur le modèle américain, il serait peut-être temps d'arrêter le bashing anti-gros hexagonal et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Joly, qui est la présidente, qui est la présidente et fondatrice du collectif national des associations d'obèses, et le journaliste Richard Zarzavadjian, qui a animé les grandes heures de la rubrique santé de l'émission Télématin sur France 2. Bonjour à tous les deux et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, vous venez de publier tous les deux un livre absolument très très instructif et passionnant et vraiment il faut le lire. Ce livre s'appelle Je n'ai pas choisi d'être gros ou grosse et il est aux éditions Solar. J'aimerais savoir, Anne-Sophie, est-ce que, comme veut le penser la société, on est forcément obèse parce qu'on mange trop ou qu'on est paresseux? C'est une excellente question. Thèse sur 2 heures. En fait, on fait peur, je pense, parce que on représente ce que les gens ne veulent pas être. Très clairement, que en fait il y a une méconnaissance totale sur les raisons pour lesquelles on peut devenir obèse. Donc obèse est un nom médical, je le rappelle, qui détermine effectivement un excès de masse grasse. On a des personnes qui ont une problématique de poids qui pour autant sont dénutries parce que aussi malnutries. Et qu'il y a une histoire sur le poids qui fait que, il y a une partie génétique, il y a une partie perturbateur endocrinien, il y a une partie métabolique, trauma, physique et psychologique. Il y a une partie, effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'il faut nourrir toute la famille, on va prendre des produits qui sont les moins chers et qui sont pas spécialement les meilleurs en termes de composition. Et puis, faire des régimes, je perds, je reprends, je perds, je reprends. Et vous tirez au fur et à mesure sur l'élastique. Et le corps se souvient absolument de tout ce que vous faites. Et à un moment donné, en fait, vous avez beau essayer de maigrir, vous ne maigrissez plus. Et c'est le cas de toutes les personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle d'obésité massive, de stade 3. Où là, en fait, finalement, vous brûlez beaucoup moins d'énergie. Et que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez plus perdre de poids, ce qui est pour ma part le cas. Et là, en fait, il va falloir vivre avec ça, vivre avec cette espèce de corset sociétal qui est immense, il faut ressembler à tout le monde, et pour autant, on veut être différent de tout le monde. Donc en fait, on a juste besoin de bienveillance, d'humanité, d'humilité, et d'avoir un ego qui doit être placé au bon endroit et arrêter les jugements. Mais c'est sûr, et il est évident que les gens vous croisez dans la rue n'ont pas le recul, n'ont pas l'analyse que vous venez de donner. Donc, du coup, vous vous retrouvez face à quel type de remarques, quel type de... On a le droit à peu près tout. Alors là, je le dis avec légèreté, mais effectivement, quand vous prenez une réflexion
En fonction de votre état de physique, vous allez plus ou moins bien le prendre. Et puis, j'ai envie de vous dire, on en a tellement des camions de réflexion qu'au bout d'un moment, voilà, ça glisse. Là où c'est excessivement compliqué, c'est pour les enfants. Oui. Parce qu'on a du harcèlement quand même à l'école. Oui. On a des enfants qui rentrent dans des dépressions et dans des troubles du comportement alimentaire qui ne font que s'aggraver. Et avec des enfants qui ne vont plus aller à l'école parce qu'ils ne peuvent plus. Donc oui, j'entends encore des choses. Cet été, d'ailleurs, c'est marqué dans le livre, j'étais en Bretagne, c'était un dimanche midi, on allait acheter des choses à manger, je passe devant un traiteur et puis un couple d'environ 75 ans dit au traiteur « Bon, on veut un morceau de lard, mais alors pitié, pas aussi gros ni gras que vous ». Et là, pardon, pas mal. Là, je me suis dit, oula, c'est chaud. Il y a du travail à faire. Et on était dans l'écriture du livre. Je me suis dit, ça va pas passer. Et j'ai hésité les voir. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, dame, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence? C'est ce que vous venez de nous dire. De dire, en fait, au traiteur qui est ici. Absolument. Et il s'est retourné, puis il m'a regardé, il dit, et vous, la grosse vache, ça suffit. Et je me suis dit, ok, on continue. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai chopé le dictaphone, j'ai dit, écoutez-moi bien, on recommence. Juste que j'ai une preuve pour aller porter plainte après derrière. Ils sont partis. Alors, ça c'est votre quotidien. Moi, j'aimerais savoir, Richard Zarzavadjian, en préparant le livre, vous êtes un journaliste aguerri sur les questions de santé, mais en préparant ce livre, est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont choqué sur la question des personnes obèses? Déjà, mon regard sur l'obésité a changé. Bien que je connaisse le sujet en termes de santé, mon regard sur les personnes en situation d'obésité a changé. Je ne dis plus le mot obèse, je dis en situation d'obésité. Ça a un sens. Pour réaliser ce livre, on a pris des secteurs d'activité très précis, des domaines sociaux très précis, et on a vu qu'il y avait quelque chose de terrible, c'était cette discrimination. Au niveau de la famille, sans le savoir, on appelle Bouboule, par exemple, le dernier, et ça marque. Ça reste. Au niveau de l'école, et je tiens à rendre hommage à l'opération qui va être menée en France sur les cours d'empathie dès la jeune classe, pour pas qu'on ait un regard comme ça vis-à-vis des personnes qui sont différentes. Au niveau de l'école, au niveau du collège, du lycée, mais au niveau de l'emploi, à compétences égales, on va préférer quelqu'un qui est mince plutôt que quelqu'un qui est en surpoids, voire en obésité. Comme s'il y avait un diplôme de la minceur. Donc vous voyez, et je peux continuer. Dans le domaine du soin, on croit qu'il y a un altruisme des médecins, des soignants. Eh bien, dans certains secteurs, une étude du docteur Antoine Épin, qui est un des spécialistes de l'obésité en France, a montré qu'il y avait des soignants qui étaient discriminants. Pourquoi? Parce qu'ils ont que 4 heures de cours en cours de leurs études de médecine pour justement faire en sorte qu'ils comprennent mieux l'empathie, la proximité avec le patient. Je peux donner d'autres exemples. À la télévision, tiens, par exemple, vous connaissez bien ça, David, et vous aussi, Catherine, il y a encore des choses qui ne sont pas faites. Dans le domaine de la publicité, on est encore... Pourtant, on essaye quand même. On voit quand même des mannequins maintenant. On est loin du modèle. On essaie, Catherine, mais on ne peut pas s'habiller comme on veut. Lorsqu'on est en situation d'obésité, la seule solution, c'est d'acheter dans des marques, des grandes surfaces, ou alors sur Internet, à des prix très élevés. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et je pense qu'il y a une spécificité française. Parce que vous allez dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus libéré. Alors, Anne-Sophie, comment ça s'est passé avec vos parents? Parce que parfois, les parents, avec les ados, peuvent être maladroits, avoir des réflexions qui tombent pas toujours très bien. Parfois aussi parce qu'ils ont peur, et c'est parfois par peur. Est-ce que vous avez eu des réflexions? Est-ce que ils ont su vous accompagner? Comment ça s'est passé avec vos parents? Alors, je pense sincèrement que ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle était dans la période dans laquelle on était. C'est-à-dire, effectivement, les années 80, où là, la puberté, je grandis, j'ai des os de dinosaures, donc je serai jamais fine, faut être très clair. Et pour autant, il y avait les réflexions de la famille qui disaient « Ah oui, non mais attends, t'as vu, regarde Anne-Sophie, elle est hyper grande, elle a de la poitrine, elle a 13 ans, non mais il faut qu'elle fasse un régime. » Et en fait, elle s'est retrouvée coincée dans cette espèce de corset de dire « Ouais, mais ma fille est différente. Oui, mais j'étais qui j'étais. » Oui. Donc elle m'a dit il faut faire un régime. On a été voir un médecin, on a fait le premier régime. J'ai perdu 10 kilos. Évidemment, je mangeais que des trucs à base de trucs bouillis qui n'avaient pas de goût, qui étaient insipides. C'était vraiment de la castration et de la frustration. Je les ai perdus, les 10 kilos, mais je les ai repris peu de temps après parce que finalement, il n'y avait pas un accompagnement qui était autour. Mais il n'y avait pas du tout de connaissances. Pas du tout de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai créé le collectif il y a 21 ans maintenant,
en disant il faut absolument faire quelque chose. Il faut donner des lettres de noblesse à l'obésité qui est reconnue depuis 1997 par l'OMS et qui doit être une priorité nationale, traitée comme le plan cancer en France, interministériel, sur 10 ans, renouvelable. Nous, c'est ce qu'on demande très clairement. Et d'ailleurs, vous allez être reçu prochainement pour pouvoir déposer cette demande ? Alors, je travaille avec le ministère de la Santé, la direction de la DGS et le PNNS 4, qui m'ont confié le pilotage, effectivement, d'un rapport sur la discrimination qui va être remis au ministre, mais que je remettrai aussi à Gabriel Attal et au président de la République, parce que ça, je le rajoute en plus. Alors, on va se quitter effectivement sur ce mot-là, mais on va vous recevoir à nouveau parce que c'est un sujet qui est quand même très ouvert et on a plein de choses à vous demander. Donc vraiment, merci beaucoup Anne-Sophie Joly et Richard Zarzavadjian pour ce témoignage important que vous venez de nous apporter. Merci de porter ce combat. Merci pour ce livre qui est effectivement un livre manifeste pour en finir avec la discrimination. Je rappelle le titre du livre qui est, Richard, dites-le-moi. Je n'ai pas choisi d'être gros ou grosse chez Solar. Chez Solar, voilà. Je dirais juste une chose. Pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont un problème de poids, croyez en vous. Parce que vous êtes beau et parce que vous êtes belle. Voilà. Et ben voilà, on se quitte sur ce mot. Merci beaucoup. Soi. Exactement. Nous sommes ensemble. Vrai. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous allons vous faire découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour repenser l'école et créer un réseau national d'écoles primaires pour donner aux enfants le goût d'apprendre ensemble et combattre l'échec scolaire. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, Y a pas d'âge pour repenser l'école et créer un réseau national d'écoles primaires pour donner enfin aux enfants le goût d'apprendre ensemble et surtout pour combattre l'échec scolaire. Mais absolument, David, 8,9%, c'est le chiffre de l'abandon scolaire en 2023. Et la lutte contre le décrochage scolaire est une des priorités du gouvernement, on le sait. Et bien que la France soit en Europe plutôt bien placée sur ce sujet, il y a tout de même plus de 95 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans qualification et même s'il y a des causes recevables bien sûr à cet abandon, force est de constater que l'absence de motivation, le manque d'envie d'apprendre, de donner du sens à ce que l'on apprend, c'est primordial. Donc, c'est pour cela qu'on doit penser à l'école de demain. L'école de demain passe par l'école primaire. Et c'est l'objectif, je dirais même la mission de Florence Catala. Bonjour. Bonjour Florence. Merci de me recevoir. Bonjour. Voilà, présidente de l'école, qui ouvrira ses portes à Rueil-Malmaison en septembre prochain. Vous lancez un réseau national d'écoles primaires pour donner aux enfants le goût d'apprendre ensemble. Quel est votre élément déclencheur, Florence ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce réseau d'écoles ? Bonjour, donc 3 expériences principales. Une expérience professionnelle, personnelle, et puis une rencontre, j'allais dire, avec un enseignant. Donc professionnelle, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur comment aider les équipes à travailler ensemble dans leur performance au quotidien. La deuxième expérience, c'est de maman, parce que j'ai 2 enfants zèbres, et donc j'ai été confrontée à la difficulté de les intégrer dans des systèmes, j'allais dire, traditionnels. Et j'ai tout essayé, le public, le privé. Et puis, une rencontre en 2018 avec un enseignant qui me demandait ce que je faisais dans la vie et qui a été intéressé par mon métier et qui a voulu le transposer dans son domaine. Et moi, je cherchais depuis longtemps à me dire comment je vais transmettre tout ce que j'ai appris depuis 20 ans sur les pratiques collectives et collaboratives. Et l'éducation m'est apparue en rencontrant John en disant allons-y, expérimentons. Avec vous, voilà. Et donc on a expérimenté dans sa classe dès 2018. Très belle initiative. Alors Florence, vous parlez d'une pédagogie centrée sur le plaisir d'apprendre ensemble. Concrètement, ça se traduirait comment ? Est-ce que vous avez des exemples à me donner ? Je vais vous donner des exemples. Alors je voudrais juste préciser, on part du programme de l'éducation nationale, c'est pour rassurer les parents. Donc oui. Ça, c'est structurant. Oui, ils ne vont pas faire un truc complètement... Non, voilà. Donc, le programme de l'éducation nationale, je ne le remets pas en cause. Bien sûr. En revanche, ce qu'on va apporter comme changement, c'est vraiment la façon d'apprendre. Donc, apprendre effectivement ensemble, je vais vous donner des exemples, excusez-moi. Et cet exemple, il va traduire ce qui est le plus structurant dans ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on va amener les enfants à avoir un objectif commun de réussite de chacun.
Donc on n'est pas centré sur la réussite individuelle, mais sur la réussite collective. Donc tout l'apprentissage part d'un objectif commun. Alors vous êtes des journalistes. Je vais vous prendre un exemple qu'on a fait dans la réalité, puisque je suis une fan de journalisme. Je voulais être journaliste quand j'étais petite. Et donc on est parti de qu'est-ce qui fait qu'un enfant va lire un article ou un livre ? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une écriture ? Et on est parti de ça en leur disant, voilà, on y arrive parce qu'on va formuler d'une certaine façon. Et on est parti d'un appui pédagogique, un objectif pédagogique qui est tout ce qui est reconnaissance de phrases et formulation de types de phrases, c'est-à-dire interrogative, affirmative, négative, etc. Et donc, on les a transformés en une demi-journée en journalistes. Donc, j'avais 30 journalistes dans la classe avec John, le professeur. Oui. Et John était le directeur de rédaction. Et donc, on les a animés pendant une journée à construire, autour du thème des Jeux Olympiques, un journal écrit, un journal oral et un post web qu'ils ont construit ensemble. Et on a tiré ce fil pendant toute une journée. Voilà. À tel point que la directrice qui est arrivée à la fin de l'établissement n'en revenait pas parce qu'elle disait « J'aurais jamais cru qu'en une journée, on ait pu produire tout ça ». Et donc, on les amène. Alors, il y a trois choses importantes. On va créer du lien. 3 types de liens, du sens, puisqu'on va, au travers de cet exercice de journalisme, ils font pas que les structures de phrases, ils font de la recherche d'informations, ils essayent d'échanger ensemble les informations pour construire. On les fait travailler en incrémentation, c'est-à-dire une table va aller sur la table de l'autre et va venir dire « Ah, ça je le comprends, ça je le comprends pas, voilà ce que je te recommande de faire sur ton article pour la prochaine fois. » D'accord. Voilà, donc il y a toute une organisation et surtout, il y a l'auto-évaluation, c'est-à-dire c'est comme vous écrivez votre article et puis vous allez voir le directeur de rédaction, vous lui racontez et voilà, vous vous rendez compte, attends, je reviens parce que là, en fait, ça va pas du tout, il faut que je reprenne mon truc. Et ben les enfants, c'est pareil. Et ils sont tout de suite, dès le plus jeune âge, capables de le faire. Donc on les met en autonomie, en responsabilisation individuelle et collective au service d'un objectif commun. Et ce que je trouve formidable, c'est que vous leur donnez un rôle à jouer en plus. Complètement. Ce qui, en termes d'estime de soi, est fabuleux. Et vous parlez de l'engagement des parents. Oui. Comment vous imaginez, parce que c'est pas facile pour les parents en fait de s'engager individuellement, parce qu'ils sont parfois pas parallèles ou pas avec la promesse du professeur. Ça peut être différent dans l'apprentissage quand on le fait nous en tant que parents. Donc là, qu'est-ce que vous attendez concrètement des parents ? Moi, j'ai vécu le tunnel noir du parent, c'est-à-dire que, en gros, vous voyez vos enfants le soir 3/4 d'heure pour les éduquer toute une nuit. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est d'amener de la lumière dans ce tunnel. Et donc, c'est plusieurs choses. La première, c'est leur donner un accès à la classe. Donc, en ayant un rôle dans la classe, c'est important. Et on vient pas juste en spectateur. Donc, mais c'est pouvoir être en capacité de temps en temps de pouvoir observer son enfant d'une autre façon et de voir comment il interagit en collectif, en individuel, etc. Formidable. La deuxième chose, c'est que ils vont être nos acteurs d'amélioration et d'évolution de notre projet pédagogique. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer au cours des observations, c'est-à-dire on tire les observations auprès des enfants au quotidien et on va venir construire avec eux, tiens, comment vous prendriez tel sujet, comment vous aimeriez l'adresser, etc. Donc ils font partie prenante du projet. Voilà. Et puis ils peuvent apporter aussi leurs compétences. On en parlera peut-être plus tard, mais je souhaite faire un peu une association entreprise-école le plus tôt possible. Et donc les parents, en tant que métier, viendront aussi contribuer au programme pédagogique, puisque les projets pédagogiques sont tirés de la réalité des enfants, de l'énergie, j'appuie sur un bouton, il y a l'électricité, etc. Donc les parents qui travaillent chez EDF pourront venir à l'école. C'est hyper bien pensé quand même. Alors Florence Catala, vous, pour être en accord avec cet enseignement d'excellence, vous préconisez des classes de 15 élèves maximum, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on peut trouver dans le public aujourd'hui. C'est possible ? Oui, c'est possible. Ça a un coût, mais c'est possible. C'est-à-dire que... alors, c'est 20 élèves en école élémentaire et 15 en maternelle. D'accord. Donc, c'est une moyenne de 18, mais c'est 20 en fonction des sections. C'est possible, c'est une question de financement, en fait. Ce qui coûte cher dans une école, c'est le nombre d'élèves par classe pour un enseignant, c'est le foncier, évidemment, en Paris, d'autant plus. Donc, c'est possible en ayant une contribution financière des parents, mais c'est là où je ne veux pas faire une école élitiste. Je veux une école laïque, inclusive, au sens, qui est plusieurs. Donc, ce que je vais aller chercher, c'est des mécènes, des entreprises, en fait, puisqu'il y a des mécènes et des entreprises qui vont financer par de mécénat de compétences des projets pédagogiques. Donc, par exemple, un journaliste de Sud Radio vient faire 6 semaines de programme avec nous pour apprendre, au travers d'un projet pédagogique, faire découvrir son métier, mais en traitant
évidemment des sujets, comme je l'ai montré tout à l'heure, pédagogiques. Voilà. Et ça veut dire que Sud Radio accepte de financer le temps, évidemment, du journaliste et l'équivalent temps du professeur, en disant, OK, on vient contribuer à ce temps-là. Et ça vient soulager, c'est pas pour mon enrichissement personnel, ça vient soulager le prix pour les parents. D'accord. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi dans le modèle pédagogique, c'est l'atelier sur la recherche de soi. Oui. Que je trouve alors primordial et vraiment très intelligent parce que personne ne le fait et c'est tellement, tellement important. C'est la clé en fait. Moi je crois j'ai vu ces enfants devant moi depuis des années et ce sont des petits adultes, on les prend comme des enfants, mais ils ont tout ce qu'il y a de bien dans la construction déjà. Et je vois en entreprise, j'ai été sidérée par le nombre de gens qui ne sont pas à leur place parce qu'on leur a imposé un chemin par les parents, par l'environnement, par une mauvaise route. Oui. Et donc, je souhaite que les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent à se connaître, développer leur relation à l'autre, leur relation à soi, la confiance en soi, clé. Tout commence par la confiance en soi. On parle d'art oratoire, mais il n'y a pas d'art oratoire sans confiance en soi. Donc, comment on travaille tout ça ? La relation aux autres, le collectif. Voilà. Déplacer des montagnes, ça se fait ensemble. Donc, il faut apprendre à interagir avec les autres. Donc, tout ça, c'est découvrir sa personnalité, être capable de dire à papa, non, je ne ferai pas mathématiques, je ferai littérature. Il faut cette force de pouvoir le dire et puis savoir que c'est fait pour soi. Donc ça commence pour moi dès 6 ans. Ah, dès 6 ans. Oui. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent comprennent bien, comment va s'articuler une semaine type en termes de travail et de bien-être pour pouvoir les concilier ? Ouais. Alors, le matin est dédié au disciplinaire, donc l'apprentissage du programme de l'éducation nationale, selon le modèle que j'ai présenté avant. Et l'après-midi, c'est tout ce qui est... Il y a donc 6 heures de sport. Emmanuel Macron en a rajouté une 4e, donc j'en mets 6. Voilà. 3 heures de connaissance de soi par semaine, donc sur tout ce qui est le relation, le cognitif, etc. Et 3 heures sur les arts, donc toute forme d'art, musique, théâtre, cinéma, etc., art plastique. Pour développer, et ils n'ont cours que du lundi au jeudi matin pour le disciplinaire et les activités. Et le vendredi, c'est des activités complémentaires qui sont proposées aux parents sur besoin. Bon, écoutez, merci infiniment Florence Catala pour cet engagement. Là, vous êtes vraiment à la naissance d'un magnifique projet, je trouve. Le plaisir d'apprendre, c'est fabuleux pour l'école primaire. Et vous pourrez tous découvrir cette école, puisqu'il y a des portes ouvertes qui sont prévues le samedi 16 mars. Et on vous engage vraiment à y aller parce que je trouve que c'est beaucoup d'espoir pour l'apprentissage. Je remercie la commune de Rueil-Malmaison qui a fait que ce projet est possible. Et bien sûr, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le www.l'école.éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être belle et sexy avec son rouge à lèvres. Le rouge à lèvres rouge baiser, vous connaissez ? Non. Eh bien, il a traversé de génération en génération pour arriver jusqu'à nous et la pulpeuse Ariane Goldet va nous raconter son histoire. Écoutez-le. Et juste après la pub, on se retrouve pour vous faire découvrir les coulisses du Salon des Seniors qui ouvre mercredi. Marie Offray, la directrice des rédactions du magazine Notre Temps, vous fera découvrir tout ce qu'il y aura à voir. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et si nous allons dans un instant vous faire découvrir les secrets de l'icône absolue du maquillage féminin. De qui parle ? Je parle de Ariane Goldet, évidemment. J'ai nommé le rouge à lèvres rouge baiser. David, vous allez nous faire découvrir les coulisses du Salon des Seniors qui ouvre ses portes mercredi. Effectivement, Catherine, il n'y a pas d'âge pour découvrir les coulisses du Salon des Seniors 2024 qui se tiendra à la Porte de Versailles à Paris dès le mercredi 13 mars et jusqu'à samedi. Et alors, qui mieux que Marie Offray, la directrice des rédactions du magazine Notre Temps, qui organise ce salon et qui en connaît le moindre de ses recoins et de ses coulisses, qui mieux qu'elle pour nous en parler. Bonjour Marie Offray. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Marie, quel est le thème fil rouge du Salon des Seniors cette année ? Qu'est-ce que vous mettez en avant et qu'est-ce qu'on va découvrir à ce propos ? Alors, le salon des Seniors, vous savez que c'est un endroit où on trouve plein de réponses concrètes et pratiques à des questions que l'on se pose pour soi ou bien également pour ses parents qui vieillissent.
Et aujourd'hui, alors qu'on a quand même de plus en plus de mal à trouver d'informations à travers les services publics, en matière de santé, en matière de retraite, hein, c'est compliqué, oui. En matière aussi de succession, etc. Il y a des notaires sur le salon, il y a en fait plein de services qu'on peut rencontrer sur le salon et qui nous facilitent la vie. Donc ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Et puis, par ailleurs, et ça c'est aussi important, le Salon des seniors, il ne vit pas hors sol. Il est très en lien avec la société et il ne vous a pas échappé que nous vivions une année olympique. Voilà, oui. Donc c'est un salon. C'est difficile que ça nous échappe. Et le salon est placé sous le signe de la grande cause nationale du sport cette année. Voilà, on est vraiment au diapason au Salon des seniors et il y aura beaucoup d'endroits, il y aura des coachs, il y aura des étudiants en STAPS qui vont accueillir on attend 33 000 visiteurs, hein, donc attendre les visiteurs pour leur proposer de reprendre le sport ou bien d'en faire, de découvrir de nouveaux sports, que ça soit du tennis ou de la gym douce. Ah oui. Voilà, on pourra pratiquer sur place, il y aura de nombreuses fédérations qui seront là. Voilà, donc cette année, le sport, ça déménage. Et rien ne vaut le contact en face à face, en plus. Alors, combien d'exposants, Marie, vous accueillez cette année? Des exposants, je crois qu'il y en a 180. Il y a 180 exposants. Et des temps forts, j'imagine, cette semaine encore. Évidemment, oui, beaucoup de temps forts, avec notamment, j'ai envie de parler de quoi? Des salons, de la retraite, peut-être de la retraite. Oui, la retraite, c'est un sujet phare quand même. C'est important parce que c'est vrai que les gens sont un petit peu perdus. Donc, j'aime bien, moi, dire que quand on trouve pas d'informations, le Salon des seniors, ça reste quand même un endroit où on peut en trouver, notamment pour les gens qui ont 58, 59, 60, 61, 62. Enfin, c'est toujours un petit peu repoussé, mais il est jamais trop tard non plus pour s'intéresser à sa retraite. Donc, on trouve évidemment sur le salon l'assurance retraite. Hein, il y a de longues files d'attente d'ailleurs qui témoignent de l'intérêt du sujet. Il y a la GIF-Carco présent aussi. Et alors, je vais parler de ce que je connais le mieux. Je vais vous parler du stand de Notre Temps aussi et de ce que nous faisons à Notre Temps, qui est le fondateur du Salon des seniors il y a plus de 20 ans. Et sur le salon, on a un stand où on accueillera aussi une start-up qui s'appelle Alphonse. Et Alphonse va proposer des animations sur place où les futurs retraités vont avoir des réponses très concrètes à leurs questions. Donc, ils seront là le vendredi et le samedi. Et puis, par ailleurs, notre chef de service Actu va organiser, on organise beaucoup de conférences également sur le salon, une conférence autour des fins de carrière, autour du cumul emploi-retraite, autour des opportunités qui sont ouvertes par la réforme, parce qu'il y a quand même des opportunités qui sont ouvertes par la réforme. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot quand même sur la remise du prix des héros de Notre Temps qui se déroulera donc le mercredi 13 entre 15h30 et 17h30 ? Avec grand plaisir. Alors, vous savez que le prix des héros, c'est vraiment un moment phare dans la vie du journal parce que c'est un moment où on aime vraiment mettre des coups de projecteur sur des gens qui font des choses formidables et qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc là, on va remettre 6 prix à 6 associations qui font des choses formidables dans le domaine de l'habitat, du logement. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% des Français, quand on leur demande où ils souhaitent vivre vraiment au moment où ça va être le plus difficile, au moment où la dépendance commence à arriver, ils vont rester chez eux. C'est important. Bien sûr. Depuis le scandale d'Orpéad, le scandale des EHPAD. Voilà, le scandale des EHPAD. Bon, on va venir, on est un peu pressé par le temps, désolé Marie, mais il y a plein de choses à découvrir. On va venir au salon effectivement des seniors pour découvrir tout ce qui s'offre à nous. Donc ça démarre mercredi prochain, le 13 mars à Paris, porte de Versailles. Venez vraiment nombreux, il y a plein de surprises qui vous attendent. Et nous on se retrouve Marie en direct du salon. Voilà, et il faut dire aussi quand même que le magazine Notre Temps organise sur son site 4 journées exceptionnelles de portes ouvertes numériques du 13 au 16 mars. Et pendant cette période,
eh bien tous les articles et les dossiers de fond seront accessibles gratuitement. C'est ça, Marie ? Absolument, parfait. Bon, génial, merci beaucoup, bonne journée. À bientôt, au revoir. À bientôt, Marie. Alors, et maintenant, Catherine, il est temps qu'avec la pulpeuse et fatale Ariane Goldet... Il a fumé la moquette. Mais oui, il est temps que vous nous fassiez découvrir les secrets de l'icône absolue du maquillage féminin, celui qui rend les femmes torrides et sexy. Mais il n'y a pas d'âge pour être sexy et séduisante. Comme disait Marilyn Monroe, toute femme a besoin d'un homme qui héroïne son rouge à lèvres. Tout un programme, chers amis. Mais je vous rassure, même sans les hommes, on se ruine pour un beau rouge à lèvres, n'est-ce pas, Ariane ? On se fait plaisir. Bah tiens, quelle femme n'utilise pas du tout de rouge à lèvres ? Il n'y en a pas beaucoup, mais même les petites filles se maquillent. On est d'accord que le rouge à lèvres, il est toujours là, toujours présent. Les ados en raffolent. Le rouge à lèvres, c'est l'indispensable pour nous, les femmes, et ça... Depuis la nuit des temps. Mais voilà, on vient de retrouver le rouge à lèvres le plus ancien en Iran, qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pâte qui en fait est un mélange de cire et de colorant et qui est très proche encore de nos rouges à lèvres d'aujourd'hui. Donc ça n'a pas vraiment changé. L'histoire du rouge à lèvres remonte à très très longtemps, même si à certaines époques la bouche était cachée parce que les dents étaient absolument épouvantables. Donc il s'est vraiment commercialisé au début du siècle avec les stars de cinéma du cinéma muet et au moment où les suffragettes militantes pour le droit des femmes, de vote des femmes, ont utilisé le rouge à lèvres comme emblème de leur mouvement. Et là, c'est à ce moment-là que le rouge à lèvres devient un symbole de l'émancipation de la femme et de leur lutte pour l'égalité des droits. Les femmes qui portaient le rouge à lèvres donc étaient considérées comme audacieuses et indépendantes, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Non mais toujours. Alors justement, moi je voudrais qu'on parle d'un rouge à lèvres iconique, le rouge à lèvres rouge baiser, celui qui, alors il date du début du siècle. C'est quoi l'histoire de ce rouge à lèvres avec une femme et un bandeau sur la boîte ? Voilà, c'est ça. Alors c'est en 1927 que naît le premier tube à rouge à lèvres. Voilà, longue tenue, et c'est Paul Baudecroux, qui est chimiste français, qui invente ce tube qui résiste à tout, même au baiser. Et c'est la naissance de la marque Rouge Baiser et de sa pub. Le rouge baiser permet le baiser. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était le rouge numéro 1 qui existe toujours avec un mécanisme, vous voyez, roulant comme ça, un bâton facile à appliquer et à glisser dans le sac. Et il démode à ce moment-là tous les autres fards qui étaient en pâte. Le succès, alors ce qui est amusant, c'est que le succès s'étend aux États-Unis avec Audrey Hepburn qui ne jure que par son French lipstick. Et ensuite, la marque est reprise en 91 par le groupe Deborah qui l'a fait revivre. Mais le rouge originel reste toujours la star de la marque. Et vous avez remarqué que la romancière Amélie Nothomb ne sort jamais son rouge baiser. Baiser bien rouge, ça on le remarque bien. Oui, on remarque bien. Absolument. Alors, il y a d'autres marques, non, qui ont été un peu phares. Bien sûr, mais toutes les grandes marques de luxe ont un rouge à lèvres phare, parce qu'en fait, c'est le premier produit qui vous permet d'accéder à ce monde. Alors, vous en avez plein. Vous avez le rouge allure de Chanel, vous avez le rouge Givenchy qui est en cuir, vous avez le Dior Addict, vous avez aussi le Lancôme. Alors là, si vous avez l'occasion d'aller sur les Champs-Élysées, allez voir la grande boutique Lancôme. Et là, vous verrez des collections avec des étuis qui viennent d'un peu partout dans le monde, qu'on peut acheter uniquement là, avec des éditions limitées pour la Saint-Valentin. C'est très, très joli. C'est un bel objet. Oui, c'est un bel objet. Pour finir, Ariane, quelle est la tendance en ce moment au niveau des rouges à lèvres, au niveau des textures ? Écoutez, alors la tendance cet hiver, c'est le rouge à lèvres mat, qui est maintenant confortable et longue tenue. Ensuite, dans des couleurs qui sont un peu lit de vin, donc c'est pas facile à porter. Non, c'est pas facile à porter. Donc il y a toujours une tendance qui reste, c'est le rouge à lèvres nude, beaucoup plus facile à porter, couleur peau, toujours en vogue cette saison. Et sinon, la dernière tendance du moment sur les lèvres laquées, mais maintenant il y a des formules formidables, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de mettre votre rouge à lèvres et un gloss. Oui, j'adore les risés. J'adore les... Et voilà. Mais c'est pas grave, vous êtes iconique, vous n'avez pas besoin d'être à la mode, Catherine. Merci beaucoup, Ariane Goldet. Et mesdames, le rouge à lèvres, rouge baiser, c'est tout un programme. Ne le lâchez pas, même
retourner pour aller le revisiter. Oui. Il y a de belles promesses envers les hommes qui vous attendent. Et si Merci Ariane. Merci. Et dans quelques minutes, David, nous serons donc avec Frédéric François qui depuis plus de 50 ans nous enchante avec ses chansons qui résonnent en chacun de nous. Il sort son 39e album, incroyable. On a tous besoin d'aimer, ça c'est bien vrai, avant de retrouver son public ce soir à Charleroi pour 11 nouveaux titres. Et puis, bien sûr, il y a une tournée qui est prévue, ne vous inquiétez pas, il passera à côté de chez vous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h. Et tout de suite, nous allons retrouver Frédéric François qui, depuis plus de 50 ans, nous enchante avec ses chansons qui résonnent en chacun de nous. Et tenez-vous bien, il va vous faire découvrir son 39e album, On a tous besoin d'aimer, et nous parler de sa tournée. Exactement, David. Frédéric François chante l'amour et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'amour et de douceur. Cet album, On a tous besoin d'aimer, est intemporel et plein d'énergie. Bonjour Frédéric François. Oui, bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour. Alors, bonjour est à très tous. heureux. Oui, bonjour à tous les auditeurs, je leur fais de gros bisous et je suis très heureux aussi d'être avec vous. Ah oui, vraiment. Et puis merci pour ce bel album. Souvent, c'est vrai que, je le disais à David, dans un album, on aime une, deux chansons. Moi, j'ai écouté tout l'album, les 11 titres sont vraiment très beaux. Et chaque titre, en fait, eh bien, nous ramène sur une séquence de vie différente. L'enfance, la rencontre, l'amour. Comment est né ce 39e album, Frédéric ? Voilà. En fait, j'ai travaillé avec Frédéric Tetoun, qui est mon complice depuis 20 ans, mais un nouveau est venu dans l'équipe, c'est Lionel Florence. Voilà. J'écoutais les chansons de Lionel Florence qu'il avait écrites pour mes collègues, et je me disais, waouh, j'adore sa façon d'écrire. Si je travaille avec lui, je pourrais chanter d'autres mots, d'autres histoires, faire partager d'autres histoires. Et donc, on a vraiment bossé. Moi, j'ai écrit toutes les musiques, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà, j'étais en studio, devant les ordinateurs, devant les sons que nous avons, les banques de sons. Et je peux vous dire que, voilà, j'essayais d'habiller au mieux toutes les chansons parce qu'elles ont une émotion particulière chacune. Et il fallait les habiller pour qu'elles soient superbes, quoi. Et qu'elles épousent l'air du temps. Et qu'elles touchent le public, chacune à sa façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, on a fait un beau travail. Et je suis très heureux parce qu'il y a des belles chansons avec des thèmes différents, comme vous disiez, Catherine. Et voilà, et des sons d'aujourd'hui, en fait. Voilà, j'essaye d'amener le public vers ce que j'aime. C'est-à-dire que en tant que musicien, j'aime les sons, j'aime les sons de batterie, de basse, les sequencers, tout ce qui est dans l'air du temps. Et j'essaye d'amener mon public avec une mélodie à travers le temps, et pour qu'il voit la différence entre une décennie et l'autre. Et en fait, dans le spectacle, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Intéressant. Alors, donc c'est un album du renouveau, quelque part. Oui, je le fais dans chaque décennie, je le fais dans chaque album, mais je me dis toujours, attention Fredo, il y a une ligne rouge que tu ne peux pas dépasser, même si tu aimes des sons électro et tout ça, tu vois. D'accord. Alors justement, parce que vous avez débuté votre carrière dans les années 70, vous êtes né en Italie, en Sicile, vous êtes surtout, alors ce qui est extraordinaire, vous êtes le 3e chanteur belge le plus vendu dans le monde, avec 35 millions d'exemplaires et 85 disques d'or. C'est quoi la recette du succès de Frédéric François? Je ne sais pas comment on fait un tube, déjà. Et moi, je crois que voilà, il faut être soi-même, il ne faut pas essayer d'être mode, il faut écouter cette petite voix intérieure qui vous fait faire des musiques avec des émotions qui sont les vôtres, et puis ne pas trahir le public, ne pas se dénaturer, et c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, essayer d'évoluer avec le temps, avec les années, parce qu'il y a une mondialisation des sons, et donc c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Mais je ne sais pas comment on fait un tube. Je regarde toujours le ciel quand je finis une musique, tu vois. Je regarde le ciel et je dis, oh merci mon Dieu, cette musique-là, elle est formidable. Mais en tout cas, ça fonctionne, hein, on ne peut pas dire, ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne depuis déjà 5 décennies. Mais il y en a toujours une.
ou plusieurs qui deviennent des tubes. Mais ça, bon, je remercie le public parce que leur fidélité, c'est incroyable, quoi. Et qu'est-ce qui vous donne toujours encore envie d'aller à la rencontre, justement, de ce public, de monter sur scène? J'imagine que vous êtes toujours aussi surpris à chaque fois que vous arrivez sur scène. Le public arrive encore à vous surprendre? Catherine, ce sont des moments inoubliables. Cette communion avec le public pendant 2 heures de spectacle, ils crient déjà avant que j'arrive, quand je suis sur scène, ils crient des mots d'amour, ils font des petits cœurs, ils font des gestes. Magnifique. En fait, voilà, pourquoi? Parce que les chansons, en fait, sont intergénérationnelles et voilà, à mon avis, ils viennent retrouver leur repère de leur vie. Et quand ils écoutent les chansons, ils pensent à leur maman, à leur grand-maman, je sais pas moi, tout ça. Ils ont vécu avec cette musique-là, en fait. C'est les mamans qui ont fait écouter peut-être dans les voitures, tu vois, quand ils emmenaient les enfants à l'école, les chansons. Et voilà, et pour eux, quand ils entendent les chansons, ils repensent, bien sûr, à leur maman. C'est un peu comme une Madeleine de Proust. Exactement. Voilà. Alors, il y a une chose, Frédéric, moi, qui m'épate et que j'ai vu à l'un de vos concerts, c'est que vous avez des titres fétiches, des titres porte-bonheur qui vous accompagnent, mais surtout, le vrai truc, c'est que la salle vous transporte. Ils connaissent tous vos titres. Moi, je vous avais vu sur scène avec un album qui venait de sortir, alors pas avec le dernier, mais avec un album qui venait de sortir. Ils connaissaient les chansons avant d'arriver. J'ai intérêt à ne pas me tromper, surtout que je n'ai pas de prompteur. Je chante tout par cœur parce que j'ai envie de les voir, de les regarder dans les yeux, de donner le meilleur de moi-même. Donc je n'ai pas de prompteur figé comme ça, en train de regarder les paroles. Et donc je leur chante vraiment. Bien sûr, un jour n'est pas l'autre, et puis il y a toujours une nouvelle émotion. Mais c'est formidable qu'ils connaissent déjà toutes les paroles et qu'ils chantent. Voilà, les spectacles, c'est une fête en fait. Il y a une communion. Le vrai terme, si je devais résumer un de vos concerts, c'est une communion. C'est ça. C'est une communion. C'est voilà, c'est quelque chose de magique, de vraiment incroyable. Voilà, pour la petite anecdote, je me suis fracturé l'épaule, 2 fractures à l'épaule. Les médecins m'ont dit non, vous pouvez pas aller chanter, c'est pas question. Il faut que ça se ressoude, il faut faire X séances de kiné. Eh bien, je peux vous jurer. J'ai reporté 6 spectacles, je n'en pouvais plus. Je me suis dit non, tu ne peux pas. Ils ont leur place, c'est complet, ils se réjouissent et tout. Mets ton bras en écharpe avec quelque chose, fais comme tu veux, mais va chanter. Même si tu chantais pas de la main droite, tu chantes de la main gauche, mais tu dois y aller. Et je suis allé, et c'est formidable. Alors, Frédéric, je ne trahis pas de secret, vous êtes marié, vous avez des enfants, et souvent dans les interviews, vous faites référence à vos parents, à votre papa. Est-ce que la famille a joué un rôle important dans votre équilibre et dans le déroulement de toute votre carrière ? Oui, complètement. Moi, c'est mon père qui était chanteur et qui apportait des sérénades en Sicile. Et donc, quand il a émigré avec sa guitare pour travailler dans les mines de charbon, bien sûr, il chantait pour ses amis. Moi, je suis arrivé, j'avais 4 ans et demi avec ma mère parce que mon père devait travailler X années pour pouvoir faire venir la famille et les enfants. Et donc, voilà, on est arrivé avec un convoi de la Croix-Rouge. Et puis, voilà, sur la gare, j'entendais crier le nom de ma mère, Nina, Nina. Je me dis, mais qui c'est qui appelle ma mère, tu vois? Je me suis mis derrière ma mère, je me suis caché. Et en fait, je rencontrais mon père pour la première fois. Et en grandissant, parce qu'il jouait tout le temps de la guitare les dimanches, il chantait des chansons napolitaines, il a sûrement décelé que j'avais une petite voix agréable peut-être, tu vois, et il a décidé de miser tout sur moi en fait. Il allait trouver des orchestres, il dit voilà, moi j'ai un fils qui chante, qui joue de la guitare, et je rentrais dans les orchestres. Et il m'a acheté tout un matériel pour pouvoir chanter. Mais je parle souvent de lui, mais je me dis toujours, il n'aurait jamais rien fait si ma mère n'avait pas donné le hockey. Donc je suppose que dans le soir, dans leur chambre, ils parlaient, voilà, pour Francesco, pour notre fils, je veux faire ceci, je veux faire cela. Voilà. Et ma mère disait, allez, ok, parce que c'est elle qui gérait tout, elle est fan de moi. Et donc elle a dû dire ok, voilà. Bien sûr. Alors, tiens, d'ailleurs, on va écouter un extrait pour prouver que votre mère avait raison. Et que votre père avait raison. Pas toujours pour simplement pas
Ça swing, Frédéric. Bah ouais, ça swing. C'est super. Ah, ça swing. Je voudrais ça rend gai, ça rend heureux. Ce sont des mélodies. Ça rend heureux, voilà, exactement. Je voudrais savoir une chose, Frédéric. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Alors, en dehors de la scène, vous aimez quoi? Vous aimez les animaux? Vous aimez la cuisine? Vous cuisinez? Quelles sont vos passions? Bah oui. J'aime le foot comme beaucoup de gens. Tu vois, quand il y a des grands matchs, les Coupes d'Europe ou les championnats du monde, bon, je regarde bien sûr. Voilà, j'aime bien le tennis aussi. J'aime bien de lire quand je vais en vacances. Tu vois, je lis. Bien sûr, ma passion première est toujours la guitare et le piano. Oui. Mais j'aime cuisiner. Voilà, si je me retrouve, voilà, j'imagine que je me retrouve 3-4 jours tout seul. Je sais faire des spaghettis, je sais faire des omelettes, je sais faire. Donc, si je viens dîner chez vous un soir avec Catherine, quel est votre plat fétiche? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, vous me direz ce que vous aimez. Si vous voulez un bon plat de spaghettis, sauce bolognaise ou arrabbiata, je vous fais un plat de spaghettis arrabbiata. J'ai les sauces. C'est génial. Je sais comment les préparer et je vous les fais al dente. Ah, magnifique, magnifique. Alors, Frédéric, c'est vrai que je disais, vos chansons font vraiment du bien et c'est vrai qu'en ce moment, on vit dans un monde qui est un peu complexe. On n'a jamais autant prononcé les mots résilience, bienveillance, tolérance, et pourtant on est en guerre un petit peu partout. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message? Vous qui transportez, donnez tellement d'amour sur scène et en recevez tellement aussi de la part des gens. Je voudrais qu'il y ait un magicien qui fasse que tout le monde se donne la main et que nous puissions vivre dans une ambiance de paix sur la terre. J'avais fait une chanson, paix sur la terre, parce qu'on a tous des familles, on a tous des enfants, on a tous des amis, et on ne peut pas revivre ce que nos parents ont vécu. Absolument. Parce qu'ils nous ont raconté, et c'était horrible. Donc, il faut pas. Donc, on prie pour que, le ciel leur donne ce message en disant, mais non, vous pouvez pas aller jusque-là. Ce sont des êtres humains, en fait. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous des êtres humains, et la vie d'un être humain. Waouh, la vie d'un être humain, comme c'est important. C'est précieux. Fils, un frère, c'est précieux. Une maman, Absolument. un papa. On peut pas. C'est un cauchemar. On va terminer l'émission là-dessus. Merci Frédéric d'avoir été avec nous, vraiment. Vous êtes ce soir en concert à Charleroi et en tournée un peu partout en France jusqu'en mai prochain. Et on va venir vous voir. Oui, et toutes les dates sont sur votre site www.frédéricfrançois.com. Merci Frédéric. Oui. Merci bientôt. Catherine. Voilà, à bientôt. À bientôt, Frédéric. Merci. On vous embrasse. Au revoir, on vous embrasse. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec Catherine, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain, si vous le voulez bien, à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour la chronique Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et entre 12h et 13h avec David. Et tous nos rendez-vous, évidemment. Plein de rendez-vous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous, à très vite. Sud Radio, Y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.